Réaménagement du gouvernement provincial du Haut-Katanga à 8 mois des échéances électorales. Quoi espérer? C'est le sujet de Info Plus de ce jour. Info Plus, c'est votre émission de la rédaction politique de Malaika Radio et Télévision qui reçoit des journalistes congolais et même étrangers pour parler de l'actualité à la une. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Jacques Kabamba, journaliste à la Radio et Télévision nationale congolaise au Katanga. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Francine, bonsoir à vous. Merci pareillement, merci vraiment. Jean-Claude Boupé, bienvenue. Merci. Jean-Claude Boupé, journaliste à la radio-télévision Malaika. Et Lambert Mouteba, journaliste indépendant. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci, bonjour à Boupé, bonjour également à Jean-Jacques. Et bonjour également à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment sur Malaika Télévision. Je crois que le plateau est vraiment somptueux. En tout cas, félicitations aux promoteurs. Merci Lambert Moutebois. Un seul mois ne s'est pas écoulé après le remaniement du gouvernement national, appelé gouvernement Sama 2. Dans le Haut-Katanga, il y a eu également réaménagement du gouvernement provincial. Alors Jean-Jacques Kabamba, pour vous c'est une surprise ou c'est une suite logique? J'y m'attendais le moins, mais il y avait déjà les bruits qui couraient. Population qui aurait remaniement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. C'est une suite logique parce que les bruits couraient déjà. On avait une puce à l'oreille que Kaboul remanierait son gouvernement pour remplacer d'abord le ministre démissionnaire de l'ensemble, de Moïse Katumbi, et aussi qu'il y ait de nouvelles têtes par rapport. Jean-Claude Boupé, le réaménagement du gouvernement provincial après celui national, pour vous c'est une surprise ou bien c'est une suite logique? Pas du tout. Pas du tout une surprise. Mais ce que nous devons croire, c'est que ça a été dans leur programme, dans les programmes gouvernementaux. On a assisté à des démissions, comme mon collègue venait de l'évoquer tout à l'heure. Et ce n'était que normal que le gouvernement ne fonctionne pas avec des postes vacants, vides, tout ça. Donc c'est juste pour la seule raison des remplacements des ministres? Oui, mais ça peut tiquer, moi, je n'ai pas dit que c'est une surprise, mais ça peut tiquer dans l'esprit de gens qui ont vu un nouveau courant au niveau national et ipso facto au niveau provincial qu'il y ait aussi ces remaniements. Donc on peut prétendre que, bien sûr, c'est les flux ou l'impact du gouvernement national sur le gouvernement provincial, mais pour moi, c'est également une suite logique. Ok, Lambert Moutebois, à 8 mois des échéances électorales, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a été réaménagé, bien sûr, après celui national, appelé gouvernement Sama 2. Alors pour vous, dans le Haut-Katanga, c'est une surprise ou bien c'est une suite logique, comme j'ai demandé à Jean-Jacques et à Jean-Claude? Merci beaucoup pour cette question. Je trouve que quand on a eu à réaménager le gouvernement provincial, mes collègues ont tenté principalement de relever certains points sensibles, c'est-à-dire qu'il y avait des ministres démissionnaires. Il fallait absolument essayer un peu d'étouffer le trou au sein du gouvernement, parce qu'il y avait des ministres qui faisaient de l'intérim et à un certain moment, ils ne pouvaient pas principalement évoluer avec les deux ministères à la fois. Mais en ce qui me concerne, vous avez dit à quelques mois, à 8 mois pratiquement pour la tenue des élections, je voudrais épingler un point et donner mon point de vue. Ok, allez-y. Le point que je voudrais épingler, c'est justement, vous allez comprendre que quand on a tenté de réaménager ce gouvernement, c'est un gouvernement purement politique. Dans quel sens? Vous allez trouver réellement que les membres qui composent ce gouvernement, ce sont des membres issus des partis politiques. Voilà. Et ce sont ces partis politiques qui se disent de la majorité, qui veulent principalement accompagner. Mais le plus grand problème, là où je voulais maintenant donner mon point de vue, vous allez voir que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui s'illustre beaucoup plus sur le plan politique que sur le plan social, mais également que sur le plan de la vie sociale de la population. Ces gens-là, vous allez comprendre qu'ils ont la seule mission de répondre aux agrégats des partis politiques. Les gens qui les ont... Et non de la population. Je peux donner un cas typique. C'est pourquoi, même dans mes interventions partout, j'ai toujours été contre les institutions, assemblées provinciales, gouvernement provincial. Ce sont des institutions principalement budgétivores. En lieu et place, vous proposerez quoi? En lieu et place,
qu'on puisse se retrouver dans l'ancien système où le gouverneur, assisté d'un vice-gouverneur chargé de l'administration, un vice-gouverneur chargé des finances, et ce gouverneur, avec ces deux vice-gouverneurs, travaille avec le chef de division. Et vous allez comprendre que ça va aller. Mais si vous regardez aujourd'hui, quelle est la part de chaque ministre? Le ministre provincial, il fait quoi? Absolument, il ne fait rien. Vous allez voir réellement, il se contente toujours dans des audiences, dans des séminaires là où il est invité, mais les problèmes centraux de la population, ces gens-là ne font rien. C'est Kinshasa qui décide à leur place. Mais on le voit aussi sur terrain, en train de faire des suivis des différents projets. Mais sur terrain, vous allez me donner un exemple d'un seul ministère où il y a eu des descentes sur le terrain et après, nous avons vu des œuvres palpables. Non. Non. Vous allez comprendre que tous ces ministres, ils ne font que suivre principalement la voie du gouverneur. Et ils ne sont que, en quelque sorte, des conseillers du gouverneur. Ce ne sont pas des ministres, parce qu'ils ne décident pas. On prend le cas du ministre de l'économie. Nous avons un problème très sérieux. C'est en rapport avec la hausse de prix de la farine de maïs. Mais dis-moi, qu'est-ce que le ministre provincial de l'économie a eu à faire? Il n'a rien fait. Mais il n'est pas... Mais vous allez comprendre que c'est un problème transnational qui concerne des frontières. Ipso facto, c'est Kinshasa qui prend la relève. C'est pourquoi vous avez vu le gouverneur quitter Lubumbashi pour aller à Kinshasa. La solution ne proviendra pas. C'est pourquoi moi je vous dis, en tout cas pour moi, selon moi, les gouvernements provinciaux, ce sont des institutions budgétivores qui doivent disparaître à la longue, parce que absolument il n'y a rien. Même si on doit regarder les acteurs, attendez, même si on doit regarder les acteurs, le profil des acteurs, vous allez voir que ce profil ne rime pas avec le ministère. Quelqu'un qui a fait le droit, il se trouve au ministère de l'Agriculture, il va faire quoi? Mais Lambert, quand vous dites que les ministres ne font rien, mais ils ne sont pas obligés aussi de dévoiler tous leurs projets, tous leurs programmes. Ils travaillent. Mais ils doivent, principalement, j'ai dit, c'est difficile qu'un ministre provincial puisse dévoiler son projet. Il va le faire comment? Même s'il y a l'Assemblée provinciale, on dit qu'il est redevable à l'Assemblée provinciale. Ici, au niveau de la province, les assemblées provinciales, partout en RDC, ne proposent que des édits. Mais ces édits-là, c'est juste au niveau de la province, mais ça n'a rien à faire avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique publique de la RDC. Ça n'a rien à voir. Oui, Lambert épingle chose. Je pense que les ministres provinciaux, à mon avis, il ne faut rien. Moi, je les appellerai les ministres urbains, les ministres de la ville de Lubumbashi. Parce que la plupart d'entre eux, ils ne sont pas de la province. Ils sont tout le temps à Lubumbashi. S'ils ne faisaient rien, ils n'allaient pas se retrouver là-bas. Quand ils sont là, donc ils font quelque chose. C'est à ce niveau-là que nous pouvons rejoindre un tout petit peu Lambert Mutegwa. Mais je n'irai pas directement vers son opinion. J'ai trouvé qu'il a... j'ai trouvé qu'il a donné, avant de donner son point de vue, il a commencé par une bonne version. Il a évoqué l'aspect politique. Alors que moi je pense qu'il faut peut-être essayer de disséquer l'aspect politique à l'aspect électoral. Nous sommes en train d'assister à un gouvernement qui, d'ici 3 mois, qui peut être encore remanié. Parce qu'on peut s'attendre à un gouvernement de collaboration avec les nouvelles têtes introduites à Kinshasa et plus tard voudront aussi injecter leurs acteurs dans un gouvernement afin d'affronter les élections. Parce que tout n'est pas toujours très sûr. Ce n'est pas calibré. Quand on dit c'est en 2024, 2024, mais la date, on n'en sait pas. On a vu tout ce qu'on cherchait à faire de manière de tout ça. Bon. Excusez, s'il faut avancer avec la pensée de Lambert Mutegwa, je dirais d'abord qu'il a d'une part raison. Quand il parle de ministère ou d'un gouvernement budgétivore, ça c'est effectif. En plus, les ministres, vous dites qu'ils ne doivent pas dévoiler leur programme. Ils ont quel programme à part le programme que le gouverneur donne? C'est le gouverneur qui est le répondant du gouvernement devant l'Assemblée. Nous voyons les gouverneurs aller présenter les programmes, les projets du quinquennat et tout ça. Et le ministre exécute les projets du gouvernement provincial dont le gouverneur est répondant. Et au-delà de tout ça, quand il parle du profil, mais je voudrais ici soulever une chose, c'est un secret de polichinelle.
vous savez toujours que dans le cabinet, c'est que parfois, on n'arrive pas à des résultats. J'ai aimé le mot que tu as mis en évidence. Quand tu as dit, ce sont des gouvernements qui cherchent les aspirations politiques de partis politiques, la satisfaction des formations politiques. Je te donne tout à fait raison, et non pas la population. Pourquoi moi je ne peux pas admettre que je travaille avec un cabinet dont les membres sont imposés, recommandés, de membres que moi je n'ai pas choisis? Jean-Claude Boupé, donc vous êtes du même avis que Lambert Mouteboa, le gouverneur ne doit pas avoir des ministres. Mais qui alors en lui est plus... Non, non, à ce niveau-là, je n'ai pas dit qu'il ne doit pas, parce que nous n'allons pas chercher une chose et son contraire. C'est de par la loi sur la répartition du pays, le découpage, la décentralisation, qu'on a voulu approcher les dirigeants aux dirigés, n'est-ce pas? Et cette loi a déterminé tout ce mécanisme jusqu'à arriver au gouvernement provincial. Alors, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas nous-mêmes, alors, aujourd'hui, détester ce que nous avons aimé, ce que nous avons voté. Donc, c'est de l'aspiration. Donner aujourd'hui la chance à certains d'être appelés ministres ou sans l'être, bon, c'est aussi bien pour nous. Parce que je ne vois pas mal quand un jour on va appeler Lambert Mouteboa ministre, Jean-Claude Boupé ministre. Mais les profils dont il a évoqué, c'est aussi une question importante. Mais qui doit faire les choix? D'abord, c'est un travail qui ne suit pas les normes. On a un ministre qui n'a pas déposé sa lettre de demande d'emploi, qui n'a pas donné un CV, qui a été coopté dans une formation politique. Il a déposé sa demande d'emploi. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne sait pas qui on a sélectionné pour qui. Donc vous faites un voyage dans un train avec les gens que vous ne connaissez pas. Il n'est pas interdit de réagir, hein? Vous savez, le ministère provincial, moi, je pensais qu'il fallait le faire autrement pour devenir ministre provincial. Le gouvernement provincial ou le ministre provincial. Voilà. Je crois au Sénégal. Pour devenir ministre, il y a une agence qui recrute. Vous déposez votre demande d'emploi à cette agence-là. Moi, Jean-Jacques Abamba, voudrais devenir ministre de la communication et médias de la province du Katanga. Avec quelle expérience? Maintenant, c'est l'agence qui me pose des questions, qui me donne des exigences. Je réponds, je donne mes projets à cette agence. Je ne serai pas seul, nous serons plusieurs à déposer la candidature. Maintenant, l'agence là maintenant propose, il voit vos profils différents et l'agence détecte les profils qu'il faudrait pour le gouvernement là. Et une fois que vous êtes nommé, voilà, on vous donne des moyens à votre gouvernement, à votre profil, les moyens que vous avez exigés. Par exemple, moi, Lambert Mouteboa, comme ministre de la Santé, vous me donnez $1 million américains, je vais construire un centre de santé à Tompoué. Nous sommes dans le territoire de Mitoaba. Je vais construire un centre de santé à Kincha, à Mwema Kamukumbi, sur le territoire de Mitoaba. Voilà, et une fois vous êtes nommé, il y a une commission de suivi. Parce qu'on doit suivre ce que vous avez dit. Vous devez être sur le terrain et non pas dans les bureaux. Et je vois ici en Zambie, le ministre de l'Agriculture. Jamais vous le verrez en veste. Qu'est-ce qui nous prouve que ce qui se passe en Zambie est meilleur que ce qui se fait en RDC? Parce que les résultats que nous avons de la Zambie sont des résultats escomptés, des résultats qui donnent des fruits, des résultats palpables. C'est dans cette optique-là, quand M. Jean-Jacques dit que nous devons principalement chercher aussi à imiter le collègue de la Zambie. Mais au niveau de la Zambie, par rapport à cette histoire de la décentralisation que mon confrère vient de le dire, chercher à être tout près de la population. Est-ce que vous pensez que dans la politique publique de la Zambie, on a songé à émettre ce genre pas de pratique, mais d'options? Moi, je ne pense pas. Même en étant au niveau central, vous pouvez être tout près de la population en utilisant vos services techniques. Ici, je suis en train principalement de lancer une seule alarme pour que nos services techniques, les divisionnaires, les chefs de division qui sont là, dans tous les secteurs, ils ne font rien. Si vous allez comprendre que sur le terrain, leurs tâches, à moitié récupérées par les ministres provinciaux, mais qui ne sont pas du domaine, ils sont en train principalement de se gratter le doigt, ils ne savent quoi faire. Parce que avant, avec cette politique, le gouverneur qui collaborait avec les chefs de division, ça marchait. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, avec l'UNICEF, dans le cadre du secteur de l'éducation, l'UNICEF, si l'UNICEF veut intervenir dans le secteur de l'éducation, jamais l'UNICEF ira au ministère de l'éducation. L'UNICEF partira à la division provinciale de l'EPST.
Parce que c'est un organe technique où il faut principalement déposer tous les projets. Et c'est l'organe technique maintenant qui va exécuter ce projet. Ça, c'est comme ça. J'ai eu le temps d'évoluer au ministère provincial de l'éducation. C'est une histoire réellement qui se veut. C'est pourquoi pour moi, en analysant tout cela, c'est là où je suis venu à une conclusion pour dire, si je regarde sur le terrain, le gouvernement provincial, dans sa mission, dans sa responsabilité sociétale, ce gouvernement ne répond pas valablement aux besoins de la population parce que chaque ministre ne fait rien. Ils sont là juste avec leur cabinet. Les ministres font ce qu'on leur dit par leur parti politique. Ils sont téléguidés. Il est là, ministre, lorsqu'il y a une action, il y a un financement quelconque pour un besoin urgent, par exemple à Mitouaba, où il n'y a pas d'énergie électrique, où il faut construire un barrage. Le barrage est là, la centrale de Teboubalé. Mais jusqu'à ce jour, Mitouaba n'a pas d'électricité. Nous avons une ministre d'énergie provinciale qui n'a jamais été à Mitouaba. Que voudrez-vous? Lui, il répond au dictat de son parti politique. C'est ce qui tue. Il n'y a pas que cet aspect. Il n'y a pas que cet aspect. Il n'y a pas que cet aspect. Il n'intervient pas dans la gestion du gouvernement. Pas directement, mais indirectement, nous comprenons, M. Lambert, que vous ne pouvez pas avoir un véhicule pour un long voyage avec un mécanicien que vous n'avez pas recruté. Vous n'êtes pas très sûr qu'il va réparer votre véhicule en cas de problème. Et parce que vous n'avez pas une mainmise directe. C'est ça la petite différence. Vous bougez votre mariage politique, vous bougez votre réunion politique et tout bouge. Ce qu'il faut, c'est traiter maintenant avec beaucoup de délicatesse pour ne pas briser les relations politiques ou l'alliance politique. Mais entre-temps, ça dérange dans la gestion. Ça, c'est un aspect. L'aspect des profils que vous avez évoqué. Oui, pour ne pas citer que le premier gouvernement ici de la décentralisation, on a vu quand même des acteurs très forts, pour ne pas citer les noms, ça risque de faire des jaloux. Mais ces acteurs-là, aujourd'hui, ils ont émergé jusqu'à aller même diriger des ministères au niveau national. Vous voyez? Mais lorsque nous partageons les gâteaux dans les associations, les partis politiques, les intimités, ça dérange. Et les ministres qui sont pas, qui évitent d'être côtoyés. Les ministres qui fouillent les interviews. Les ministres qui ne veulent pas recevoir les appels. Si vous permettez, je sens que vous êtes beaucoup plus concentré sur les ministères. Alors, s'il faut qu'on reparle du réaménagement du gouvernement provincial, alors que présage ce nouveau gouvernement provincial? Ce nouveau gouvernement provincial du Haut-Katanga, laissez-moi d'abord sourire. Je suis vraiment désolé, je regrette, parce que c'est à 8 mois des élections. Les têtes là qui ont été nommées, les nouvelles têtes, et ceux-là qui ont été mis dehors. Est-ce qu'on peut parler du gouvernement, du réaménagement du gouvernement provincial en général et pas personnalisé, Jean-Jacques? Non, je n'ai cité personne. Oui, allez-y. Je ne parle que des entrants et ceux qui sont restés. Mais le gouvernement en entier, il est là. Il y a des anciens, il y a des nouveaux. Mais il nous reste 8 mois des élections. Croyez-vous que dans 8 mois, si c'est possible, ça peut être possible qu'un ministre, s'il est vraiment ministre provincial, s'il est conscient du devoir qu'il a vis-à-vis de la province du Haut-Katanga, il peut faire quelque chose. S'il n'a pas de ficelle qu'on tire quelque part. Mais s'il est libre, je crois qu'il a présenté son plan à son gouvernement. C'est le plan du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Oui, qui ne fait qu'exécuter. Ils accompagnent le gouverneur. Si le gouverneur ne leur laisse pas le temps de bien travailler, je crois que nous n'allons rien entendre de ce gouvernement. Jean-Claude, oui, madame. Ce nouveau gouvernement. Là, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement? Mais des réponses ont été indirectement données par les uns et les autres. Donc, déjà, nous connaissons que les plans de la gestion de la province, c'est le gouverneur qui en détient. C'est lui qui a défendu les projets de ces 5 ans. Aujourd'hui, c'est à 8 mois des élections. D'abord, lui-même doit se poser la question. La grande période est franchie. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire quels sont les résultats fiables, escomptés que j'ai produits avec mon gouvernement? Lui-même, c'est un homme, il peut réfléchir. Mais que dire de ce gouvernement? C'est le même gouvernement, c'est les mêmes véhicules, on a juste changé de chauffeur. C'est tout. Même si aujourd'hui on me mettait, moi, un tel ministère, pour un plan qui n'est pas exécutoire, vous allez me dire que moi je ferai quoi avec ces ministères? C'est applaudir pour avoir une Jeep gratuite?
et après j'ai prime avec l'argent du gouvernement. C'est fini. C'est la manne. C'est la manne gouvernementale. Pour le construire des maisons. Que présage ce nouveau gouvernement réaménagé il y a quelques jours ou voire quelques semaines? Voilà, je voudrais revenir sur ce que les amis ont dit. On a réaménagé parce qu'il y avait un besoin où l'on a constaté qu'il y a des ministres qui ont démissionné. Comprenez? Donc il ne fallait pas nécessairement continuer avec ce trou dans le gouvernement. Il fallait absolument combler. Et voilà qu'on a comblé. Mais lorsque nous voulons maintenant donner notre point de vue par rapport à ce à ces réajustements du nouveau gouvernement provincial, nous devons principalement nous référer au passé. Avant qu'on puisse réaménager, quand même, il y avait un gouvernement solide qui travaillait. Okay. Et si on veut regarder maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement et est-ce que la vision ou soit le plan d'action du gouvernement provincial que le gouverneur a présenté à l'hémicycle, ce plan est-il réalisable ou bien est-il en exécution? Ça, c'est une grande question. Mais pour moi, je suis en train de répondre à la question du réaménagement, mais selon mon point de vue, qu'on ne puisse plus parler du gouvernement provincial, parce que ce sont des institutions budgétivores. Mais comme nous vivons déjà et que nous sommes dans la boîte et qu'on évolue, c'est là où nous devons voir qu'est-ce que ce gouvernement n'a pas fait avec des ministres qui étaient là-dedans, et qu'est-ce que après ce réaménagement, qu'est-ce qu'ils feront? Parce qu'on regarde réellement les membres qui composent ce gouvernement, il n'y a eu quelques ajouts de 2 ou 3 personnalités, mais les autres, ce sont juste des permutations. Celle qui était à l'éducation, elle s'est retrouvée au genre, celle qui était au genre, elle s'est retrouvée au sport, tout et tout. Okay. Mais les autres, les vides qui restaient, on y a ajouté. Mais c'est avec elle, est-ce que le ministre nommé qui vient au sein du gouvernement, il vient avec un projet? Là, je vous dis non. Il n'a pas de projet. Quand il vient au gouvernement, il vient juste pour appuyer le projet du gouvernement provincial, plutôt le projet du gouverneur, qui lui-même dit, dans mon gouvernement, pas celui qui choisit, dans mon gouvernement, vous allez venir, voilà ce que vous allez faire. Mais ce que nous sommes en train principalement de crier ou de ne pas beaucoup plus aimer, vous allez voir que les ministres sectoriels ne travaillent pas. C'est toujours la tête. Comment vous dites? Vous allez voir. Il y a un problème qui touche le ministère de l'Agriculture. Vous allez voir que c'est le gouvernement qui viendra chapeauter ce problème et le ministre les faire inaugurer les tracteurs. Lorsqu'il y aura un problème qui touche l'économie, par rapport au volume de la farine de maïs, vous allez voir que c'est le gouvernement qui va pour aller chercher des contacts et revenir sans pour autant donner la force ou soit le privilège au ministre des tutelles pour aller. Mais quel est son rôle? Vous allez dire quoi? Le ministre des tutelles, lui, il n'est pas intelligent? Il n'a pas de contact? Mais généralement, c'est à ce niveau-là que j'étais estomaqué quand Lambert disait que ce sont des conseillers. Non, ils ne sont même pas conseillers. Parce que pour être conseiller, il faut le mériter. Il faut payer le prix. Quand vous ne dites même pas ce que vous devez dire, ce que vous pensez, vous êtes limité. Encore vous êtes conseiller. Généralement, le gouverneur se fait toujours accompagner du ministre. Pourquoi se faire accompagner? Il doit le laisser libre. Il doit laisser le ministre. Par exemple, le ministre de l'économie aujourd'hui, il y a carence de farine dans le Haut-Katanga, le ministre de l'économie s'en va, il s'envole, il va au Zimbabwe, il va en Zambie, il va en Afrique du Sud, il va en Tanzanie pour nouer des contacts, pour voir là où on peut acheter la farine et sauver la population du Dieu. Et je voudrais intervenir par rapport au problème de la décentralisation. Nous sommes dans une décentralisation opaque. L'événement qui se déroule ici chez nous, dans le Haut-Katanga, c'est presque dans toutes les provinces. Je ne parle pas seulement de la province du Haut-Katanga. Je parle d'une manière générale, mais le point focal c'est le Haut-Katanga parce que nous sommes en train de... Vous allez voir, dans toutes les 26 provinces qui regorgent des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales, vous allez voir que les ministres ne font rien. Vous allez voir, je donne l'exemple de la province de Lomami. Lambert, revenons dans le Haut-Katanga. Voilà, il y a urgence de réaménager le gouvernement provincial à l'heure actuelle? Pour moi, ça relève d'abord du secret du gouvernement, du gouverneur lui-même. Mais d'après mon analyse, parce que j'analyse en tant que citoyen congolais, mais également analyse politique dans le domaine de la communication. Okay? Pour moi, je trouve que urgence, oui, parce qu'il y avait des ministres démissionnaires. Vous comprenez? Pas seulement combler les vides. Mais combler le vide avec des nouvelles têtes.
selon le prescrit. Et n'oubliez pas, comme j'avais souligné, l'aspect politique, pour dire que les animateurs proviennent des partis politiques. D'où maintenant, comme celui qui dirigeait le ministère du Plan au niveau provincial était d'Ensemble pour la République, et que son parti politique a jugé bon de se constituer en opposition, alors il fallait absolument quitter. Et ce vide-là, comme il y avait d'autres partis politiques de l'Union sacrée qui sont intégrés, qui sont greffés dans la course, il fallait maintenant chercher qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces partis politiques, tout en n'oubliant pas le parti présidentiel qui existe aussi, qui devait aussi avoir ses membres. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis, avec cette configuration, avec cette analyse, où est l'intérêt du peuple? C'est pourquoi moi je voudrais, au lieu de concentrer tous les efforts pour la viabilité des ministères, il faut concentrer beaucoup d'efforts pour la viabilité maintenant de la population par rapport aux services techniques qui sont les divisions. Que le gouvernement de province arrive à donner une vie aux chefs de division. Ça c'est très important. Et même aux AP. Voilà. Aux AP. Donc qu'ils puissent donner une vie. D'où maintenant, à l'urgence du réaménagement de ce gouvernement, moi j'allais dire, c'était pas beaucoup plus très précipité, mais l'urgence qui s'impose pour boucler le trou. Mais maintenant, dans son exécution, je voudrais justement demander, on ne dit pas qu'on est contre le ministre provincial, non. Mais nous sommes en train de voir la réalité. Cette décentralisation que mon ami vient de dire, c'est une décentralisation opaque parce qu'elle n'est pas respectée. Aujourd'hui, par rapport à la rétrocession, si je veux le dire, hein, le 40% qu'on a tout le temps décrié. Mais si vous regardez dans la gestion au quotidien, cette rétrocession n'est pas respectée. C'est pourquoi je dis, tout c'est Kinshasa. Partout dans toutes les provinces, le gouvernement n'agit pas seul dans sa politique. La redevance minière est une preuve. Imaginez. Et puis, il doit principalement recourir à Kinshasa. Comme nous avons vu cette idée-là, mon ami il a dit, écoutez, on ne doit pas dire une chose et ce contraire, maintenant nous sommes dans la décentralisation et on lui recommande que le gouvernement doit être tout près de la population pour commencer à recueillir. Mais depuis qu'on a instauré ce système, le résultat est nul. Le résultat est nul. Nous voyons que c'est toujours Kinshasa qui continue toujours à diriger. Alors si c'est comme ça, l'argent qu'on devait peut-être concentrer pour la province, on le met dans les institutions provinciales avec les ministères, pour la viabilité des conseillers, pour la viabilité des ministres. Mais cet argent-là pouvait précisément concentrer la province et résoudre les problèmes sociaux qui sont urgents. Par exemple, Lambert nous a emporté. Je pense que l'idée est bonne, l'analyse est bonne. Mais ici, ce que tu dois comprendre, mon frère, c'est que ce n'est pas cet argent seulement qui doit résoudre les problèmes. L'idée est bonne de diminuer la charge gouvernementale, de dépenses. Mais je crois que nous devons réfléchir comme réfléchissaient les anciens politiciens, pour ne pas citer les autres. Vous savez que nous pouvons accélérer cette philosophie. Nous pouvons croire qu'avec les chefs de division doivent changer des choses. Mais écoutez, M. Lambert, on a assisté aussi à ces cas-là. C'est des chefs de division qui avaient le monopole, qui détenaient tout. Et vous trouvez un chef de division sur une chaise avec des clous. L'argent qu'il a, il a ménagé chez lui. Il a oublié le patrimoine public. Et aujourd'hui... Oui, justement. J'ai fini pour dire une chose. L'administration était très forte. J'ai fini pour dire une chose. J'ai fini pour dire que les chefs de division, si tu veux accélérer cela comme un levier qui peut nous aider à booster les réformes ou des changements au sein du gouvernement, effectivement. Je voudrais aussi dire qu'ils ne resteront pas éternels. Parce qu'on a vu des divisions, surtout avec de vieux papas et les jeunes. Oui, mais il faut alors dans ces cas-là penser à une réforme. Alors je dis, est-il urgence pour réaménager les gouvernements provinciaux? Oui, il y avait urgence, Francine, parce qu'il y avait des postes vides. Il y avait des postes vides, mais il y avait aussi d'autres ministères dont les titulaires déviaient la mission, leur assigner. Il était important qu'on puisse sauver les véhicules, les bateaux qui allaient chavirer. Jean-Claude Boupé. Je ne vois pas l'urgence en principe. Je n'en vois pas. Parce que les gouvernements fonctionnaient.
Et nous sommes qu'à quelques jours des élections. Il fallait penser à autre chose, plus importante que le remaniement du gouvernement. Comme quoi, par exemple? Oui, justement. Aujourd'hui, je suis en train de me poser une question. Dans le contexte que nous sommes en train de vivre à Lubumbashi, les gens sont en train de se bagarrer pour avoir un sac de farine de maïs. Et que le soir, on annonce un nouveau gouvernement. Dites-moi si ça ne fait pas fissure entre ceux-là qui ont la joie d'aspirer aujourd'hui à un poste d'estime avec une vie meilleure et ceux-là qui se bagarrent pour un sac de farine. Je pense qu'il y a eu des urgences auxquelles les gouvernements devaient s'attaquer que de remplacer 2-3 personnes qui ne vont rien apporter et rien changer dans le quotidien de la population. Alors, aujourd'hui, donc au mois de janvier dernier, on a enregistré des démissions cascades dans le gouvernement national et provincial. Est-ce que ce sont ces démissions-là qui ont un peu déstabilisé les deux institutions et les poussé à procéder à un réaménagement? Bon, moi je trouve que quand, principalement, pour des convictions politiques ou personnelles, et d'ailleurs c'est une culture que je suis en train principalement de beaucoup plus apprécier, ici chez nous en RDC, ce n'était pas, vous voyez, quelqu'un qui se trouve dans une situation de confort, et puis par après, il démissionne. Bon, ce sont des cas rares, mais néanmoins, nous commençons à comprendre que la RDC a évolué, et même les politiques commencent aussi à comprendre pour dire que je ne peux pas faire semblant, donner de l'hypocrisie à une vision que moi personnellement je ne peux pas admettre, mais pour raison d'argent je peux accepter. Non. Alors c'est un acte qu'on peut principalement louer, l'acte que les ministres ont fait. On peut louer cet acte là, mais néanmoins on ne peut pas dire parce qu'il y a des urgences, il fallait continuer. C'est là où je voudrais principalement répondre à la préoccupation de Jean-Paul, pour dire, oui, Jean-Paul Boupé, Jean-Claude Boupé, pour dire non. Même si l'histoire de farine de maïs existe, mais dans la politique du gouvernement provincial, on ne pouvait pas évoluer à moitié, si je peux le dire. Non, il fallait laisser-moi chercher à combler le vide pour peut-être chercher à trouver des compromis sur une solution sociale que nous sommes en train de vivre. Et donc, ce bousculade-là, ou bien ces réajustements, que ce soit au niveau central et provincial, j'ai répondu pour dire, premièrement, c'est pour des actions politiques. Deuxièmement, c'est pour des actions électorales. Okay. Oui, parce que ce qui est vrai, chacun doit nécessairement chercher à se positionner pour affronter les élections. Alors, et même en politique, on dit que lorsqu'on est en politique, on doit conquérir le pouvoir et faire quoi? Le conserver le longtemps possible. Et donc, dans le cadre de la conservation du pouvoir, si le membre du gouvernement pense que je peux concevoir le pouvoir en mettant telle tête dans mon gouvernement, c'est une probabilité pour moi de sauver un peu ma position électorale, c'est bien. Mais là où moi je suis en train beaucoup plus de me focaliser, c'est par rapport aux sociétés de la population. Tous ces changements, tous ces réaménagements, ça n'apporte rien. Ça devait profiter. Parce que imaginez, comme par exemple au niveau provincial, vous avez réajusté, vous avez mis des nouvelles têtes. Il faut chercher le feu de fonctionnement, les indemnités, il faut chercher, mais tout ce fonds-là, ça pouvait aider à autre chose. C'est lui qui a été réajuster et réaménager. Et d'ailleurs, on comprend pour dire, ici, on ne voit pas l'intérêt communautaire, mais on voit l'intérêt politique. Alors, est-ce que ces nouvelles nominations profitent-elles à la bonne gouvernance? Bon, parler de la bonne gouvernance, c'est la politique du gouverneur. La bonne gouvernance au niveau de la province, c'est la politique du gouverneur. Qui principalement doit associer ses conseillers, que vous appelez ministres. Moi, je les appelle des conseillers. Mais ce sont des conseillers du ministre. Ce sont des ministres provinciaux. Non, il n'a pas menti, c'est ce que dit la loi. Je dis la bonne gouvernance, qualité de ministre, la bonne gouvernance, la politique de la bonne gouvernance, c'est le gouverneur de province. Et dans cette politique-là, il associe ses conseillers.
Et ces conseillers-là, vous vous appelez des ministres, mais ce sont des conseillers du gouverneur. Parce qu'ils ne peuvent en aucun cas proposer, initier un projet et exécuter un projet. C'est difficile. Si tu dois initier un projet, c'est un projet qui cadre avec la vision du gouverneur. Ça doit être couvert par le gouverneur. Il doit principalement. C'est pourquoi vous voyez, même si il y a des problèmes au niveau de la province, ce n'est pas un ministre provincial qui va partir répondre. On appelle tout le gouverneur. On l'appelle tout le gouverneur. Mais le gouverneur, pour lui, dans sa casquette aussi, pour sa survie politique, il ne peut que maintenant chercher à réajuster son gouvernement avec des gens qui peuvent l'écouter, pas les combattre. Et là, vous voyez qu'il y a l'intérêt politique, mais pas l'intérêt communautaire. C'est ce qui tue notre province. Jean-Claude Boupé, ces nouvelles nominations répondent-elles au profil d'une bonne gouvernance? Oui, je crois que mon frère vient de l'évoquer. C'est une histoire que nous sommes en train de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Si la bonne gouvernance n'a pas été même approchée à 30% par l'ancien gouvernement et que nous voyons un nouveau gouvernement surgir avec les anciens animateurs, avec 2 nouvelles, 3 nouvelles têtes, en quoi on peut espérer? Vous savez d'abord que quand il y a des changements réguliers dans un secteur, dans un gouvernement, même dans une entreprise, on instabilise déjà l'entreprise. Tout ce que l'on voit au niveau national, tout ce qu'on voit au niveau provincial, même dans la psychologie des animateurs politiques, ils se disent peut-être cette fois-ci c'est moi qui dois partir. C'est moi qui vais partir. Je ne sais pas qui va rester, qui ne reste pas. Donc ça pousse d'abord et les animateurs ne sont pas très convaincus. Par conséquent, chacun prépare sa sortie. Au lieu de préparer la vision et préparer l'avenir du pays, en offrant à la communauté du social. Non, chacun prépare maintenant son futur. Après ici, qui serais-je encore? Parce qu'il y a de l'instabilité déjà. Lorsque on doit changer des acteurs. Est-ce qu'il peut pour quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Je voudrais justement soulever un aspect. Vous avez vu dans la politique du gouverneur, on a instauré ces systèmes sur le plan agricole d'aider les agriculteurs avec des engrais. Les villages agricoles. Voilà. C'était vraiment une expertise, une idée géniale du feu Kazembe. C'était justement pour chercher à trouver une concession d'un champ du gouvernement provincial. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe? Si, ces villages existent. Le champ du gouvernement provincial. Là où doit chaque fois aller le ministre de l'Agriculture pour faire son travail. Lui, il a les engrais. Il a les engrais. Il distribue, mais son gouvernement. Est-ce que le gouvernement pensait à un champ? Alors, Jean-Jacques Kabamba qui voulait parler aussi. Par rapport aux nouvelles nominations, est-ce que répondent-elles à la bonne gouvernance? D'abord, qu'est-ce la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, c'est quand vous rendez compte de ce que vous faites à la population, dans votre secteur. Est-ce que vous avez répondu aux désirés de la population? Si oui, voilà, là il y a bonne gouvernance. La province du Haut-Katanga connaît une hausse vertigineuse de la farine de maïs parce que Jean-Claude Boupé a parlé beaucoup sur la farine de maïs. La province connaît depuis un certain temps une hausse vertigineuse de la farine de maïs et aussi le délabrement des différentes artères de la province du Haut-Katanga, particulièrement ici à Lubumbashi. Alors, avec avec ces présents organes exécutifs, peut-on espérer quelque chose pour résoudre les problèmes de la farine, par exemple, et aussi des délabrements des routes à travers le Haut-Katanga, ici et ici à Lubumbashi? Ça, c'est un problème déjà. C'est un problème, madame. Lambert l'a souligné. Il a dit une chose. Quand on a un gouvernement qui rend compte aux partis politiques, à la stabilité politique, on aura justement aussi des actions qui seront politiques, pas des actions du social. Moi, je me dis, parler du gouvernement, c'est comme un adulte à côté des enfants, et peut-être c'est lui qui a cassé les verres pour se couvrir, alors il gronde sur l'enfant.
Et prochainement, ne fait pas ça, il ne faut pas casser le verre. Alors qu'il sait que c'est lui qui a cassé. Jean-Claude Boupé, on a vu le gouvernement provincial essayer de se battre pour trouver la solution à la hausse vertigineuse de la farine. Nous y arrivons, madame, nous y arrivons. La farine à 20 000 francs. Nous y arrivons. La question que vous avez posée touche bien les prix de la farine et les infrastructures. Voilà. Alors je commence par le problème. Quand déjà on a un gouvernement de satisfaction politique, il est difficile d'avoir un gouvernement de satisfaction populaire et communautaire. De satisfaction politique, comment ça? C'est tout ce que nous disons. Vous savez, chacun conserve son poste. Même si on doit faire partie des ministres, même si on doit laisser d'autres postes sans ministre, il y a des conseillers qui vont travailler dans ces ministères. Mais ici, il y a parfois des gens qui sont sacrifiés, qui sont limogés, qui sont pour d'autres, de telle autre raison, pour conserver les postes qu'on a. Mais ce n'est pas dans l'attente de satisfaire ou de satisfaire la population. Nous avons des routes qui ont été ici réflexionnées. Nous en avons vu. On a parlé, nous venons d'évoquer ici les villages agricoles. On a vu des commandes de sacs de farine venant de l'étranger. Pourquoi la question n'est pas définitivement résolue? Parce que nous ne rendons pas justement compte. Vous allez entreprendre des travaux d'une route qui, après votre mandat, la route se détériore. Vous avez rendu compte à qui? Au problème politique qu'on vous applaudisse, qu'on vous acclame pour un autre mandat. Mais il y a des routes ici que nos grands-pères nous ont expliqué, nos mères ont vu, et nous, quand on était petits, on est passé par ces routes. Pourquoi on ne doit pas aujourd'hui construire une route qui puisse durer par exemple 30 ans? Il n'y en a pas. On a eu combien de gouvernements? Moïse Katumbi, Kapopo et tout ça, Kazembe, jusqu'au gouvernement Kiaboula. Quelle est la route que Kazembe a construite, qui a existé et qui existe jusqu'à aujourd'hui? La route Kiaboula. Allons-y. Il n'y en a pas, s'il faut prouver. C'est quelques-unes seulement. Et puis délabré ou qu'on a soutenu avec les décapages. Parlons de la farine aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un gouvernement comme le nôtre ici, un gouvernement qui puisse résoudre ces problèmes? C'est le plan qui doit résoudre ces problèmes. On doit planifier, tout doit partir d'une planification à court ou à long terme. Jean-Claude Boupé, la responsabilité n'est pas partagée? La population qui ne cultive pas les gouvernements. Non. Madame, cette population n'a autre chose que moins de revenus si ce n'est les champs. C'est peut-être ici au niveau du centre que nous voyons que les gens ne cultivent pas. Même ici au centre, nous avons appris, nous qui restons au centre-ville de Lubumbashi, d'avoir un petit champ, même de faire les pistes de légumes sur sa parcelle. S'il n'y a pas une politique gouvernementale, une bonne politique agricole au niveau du gouvernement, on a vu des tracteurs ici. Mais ça profitait à qui? Dans quel champ d'un cultivateur minable on peut aller trouver des épaves? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis tout ça. Mais vous parlez des tracteurs, il y a combien d'années, Jean-Claude? Mais madame, si peut-être vous avez fermé l'œil à un moment, vous avez vu, on a lancé ici, c'est à Kiwele ici. Cette année même, on a vu encore des tracteurs. Et alors, la même année, nous sommes en train de chercher la farine. Nous devons aller en Zambie, ou c'est la Zambie qui cultive avec la haut ou des tracteurs parce que nous en avons eu aussi. Lambert Moutebo, y a-t-il lieu de compter sur les présents organes exécutifs pour résoudre le problème de la farine de maïs et aussi le délabrement des routes à travers Vraiment, c'est dommage. Si je dois donner mon analyse, je crois que ce gouvernement qu'on vient de réaménager, ces membres du gouvernement, en tout cas, ils sont vraiment dans, que je peux dire, ils sont tombés dans un feu. Dans un feu. Dans un feu, comment ça? C'est-à-dire que ils sont là, mais les problèmes sociaux sont vraiment nombreux à résoudre. Et quand on regarde l'aspect... Je dis, les problèmes sociaux sont nombreux à résoudre. On vient de reconduire les autres qui existaient déjà avec ce problème. On vient d'en ajouter et les problèmes persistent. Vous comprenez? Laisse-moi te dire la vérité. J'y suis en train principalement d'apprécier les démarches et le courage de l'actuel gouverneur, le gouverneur Kiaboula, sur ce point-là, où on le voit en tant que responsable de la province, il est en train principalement de remuer ciel et terre pour chercher à trouver des mécanismes, des moyens préventifs par rapport à ce problème de la farine de maïs. C'est de là que j'étais en train principalement de vouloir condamner l'existence du gouvernement provincial. Le gouverneur qui principalement doit militer sur sa vision.
il doit absolument chercher à renouer la base. La base, c'est quoi? Ce sont les divisions. Là, je le répète, ce sont les chefs des divisions. Les divisions, ce sont les chefs des divisions. Le gouverneur doit renouer cette base-là. Si aujourd'hui vous regardez, vous essayez de circuler, de visiter les divisionnaires de leur bureau, vous allez voir que ces gens-là ont de la matière, mais par manque de consultation, ils sont en train justement de se renfermer. On peut dire qu'ils sont étouffés. Ils sont vraiment étouffés par les ministres qui ne font rien. Par les conseillers. Mais il ne faut pas dire... Moi, par rapport à la décentralisation, je vais vous brèche. Que les ministres ne font rien, ils travaillent. Comment ça? S'ils ne faisaient rien, ils n'allaient pas être là. Mais ils travaillent dans des audiences, ils le reçoivent. Il n'y a pas ils travaillent dans les séminaires, là où on les invite pour ouvrir et clôturer les séminaires. Ils sont sur le terrain en train de constater qu'il y a accident de circulation en conscience. Mais le projet, déjà vers la fin de l'émission. Mais ceux-là qui détiennent ce projet, ceux-là qui détiennent la viabilité des secteurs, ce sont les chefs de division, des organes techniques. Quand je parle, c'est par rapport à l'analyse. Quand je parle, c'est par rapport à une descente et à une étude que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, dans toutes les 26 provinces, vous allez considérer que les chefs de division, les divisionnaires sont en train d'être étouffés par l'existence des ministères provinciaux. Et c'est un danger pour l'existence, pour la politique d'une province, pour son existence, c'est un danger. C'est pourquoi moi, je ne dis pas que je suis contre, mais cette loi de la décentralisation, qui doit donner vie aux ministres provinciaux et aux assemblées provinciales, je trouve que c'est une loi qui, entre guillemets, politique, pour l'existence de certains intérêts. Mais pour l'instant, moi je voulais justement dire, j'apprécie les démarches du gouverneur, parce qu'on l'avait vu principalement aller directement à Kinshasa, parce que c'est un problème transfrontalier, un problème transnational qui concerne deux pays qui doivent s'entendre pour résoudre un problème social. Et donc au niveau de la province, le gouverneur n'a pas le monopole d'exercer une quelconque démarche pour ça. Il fallait contacter le ministre national de l'économie qui pouvait pratiquement orienter ce débat et ce dossier. Et donc j'apprécie vraiment cette démarche du gouverneur de province. Oui, Jean-Jacques, y a-t-il lieu de compter sur les nouveaux gouvernements pour essayer de résoudre les différents problèmes que connaît la province du Katanga? Je crois qu'il y a lieu de compter si ce gouvernement doté de moyens, les divisions, les directions techniques qui peuvent aider la province à avancer. Voilà. Par exemple, le gouvernement provincial du Katanga doit doter les moyens à la direction des voies, des fêtes agricoles, pour que cette direction puisse réhabiliter la route de Mepuntanda, Bangu, Kisele, Kabambi, Kamakakumbi, Topoué, Transore, Mouriachi, Mizore, Bouchanga, Dilanda, Kakalupenge, Kisanji, ou dans ces villages, il y a le maïs qui pourrit chaque année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas accès de ces lieux pour que les paysans puissent assimiler ces produits champêtres de grâce au développement. Monsieur le gouvernement provincial du Katanga, vous devez doter la DBDA des moyens qu'il vous faut pour qu'on puisse vous seconder. Merci. Mais aujourd'hui, ces provinciaux, je vais terminer, ils doivent aussi accompagner, ils doivent assister. Lorsque le gouverneur planifie son plan d'action, donner leur vision, donner leurs avis par rapport à leur secteur, pour que lorsque le gouvernement provincial va adopter le plan du gouvernement provincial, que le ministre ait du pain sur la planche. Donc le ministre doit travailler. Il ne doit pas rester dans le bureau. Par exemple, le ministre, moi j'aimerais voir le ministre provincial sur le terrain, surtout le ministre de l'Agriculture. Il ne doit pas être au bureau. Excellence, monsieur le ministre, vous devez être dans le village pour accompagner les paysans qui cultivent, parce qu'il y a des agriculteurs qui chôment à Kachoboué, qui chôment à Pueto, qui chôment au village. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de villages. Je comprends que il y a vraiment sillonné. Merci beaucoup Jean-Jacques, mais il y a un autre problème qui se pose, ce sont les routes des dessertes agricoles, mais on en parlera dans nos prochaines émissions et je pense que nous sommes déjà à la fin. Lambert Moutébois, je voudrais chuter parce qu'on n'a pas encore chuté pour remercier vraiment ces sujets pertinents et justement donner aussi un petit éclaircissement pour dire on ne refuse pas
qui est principalement dans le cadre de la décentralisation cette institution, mais nous trouvons que c'est budgétivore qu'on doit chercher à pallier pour donner la vie aux directions provinciales de chaque secteur afin d'accompagner cette vision de planification du gouverneur de province pour la bonne survie et pour la bonne visibilité de ces actions dans la communauté et que ces actions soient palpables. Donc moi j'apprécie beaucoup aussi l'action du gouverneur qui principalement cherche des voies et moyens pour résoudre un soit peu ces grands problèmes de maïs. Mais néanmoins c'est notre sujet qui je dis que ça va encore nous poursuivre jusqu'au mois de juillet ou au mois d'août. Donc il y a encore un temps. Merci beaucoup Lambert. Et je rappelle que Lambert Mouteboa est journaliste indépendant. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vous remercie. Grand merci. Jean-Jacques Kabamba, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, antenne du Haut-Katanga. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Francine Misenga. Jean-Claude Boupé, journaliste à Malaika Radio-Télévision. Merci d'avoir participé à ce énième numéro d'Info Plus sur Malaika Télévision. Merci, madame. Et à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Malaika Télévision.